Mesdames et messieurs, merci. Je me rends compte que je vais évidemment tourner en partie le dos à une partie de l'Assemblée. Je vous demande bien évidemment de nous en excuser, mais la salle est ainsi faite que je ne pourrai pas tout à la fois en permanence regarder tout le monde. Messieurs, merci évidemment d'accepter le principe du jeu des questions et réponses. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, je souhaiterais peut-être commencer par vous, Henri Bartholomeüssen, à propos de la laïcité, en vous demandant d'emblée jusqu'où vous étendez la liberté d'expression et la liberté d'information. Il en a beaucoup été question à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres limites à ces libertés d'expression et d'information que la calomnie? Si on veut donc aborder la question de la liberté d'expression, on passe nécessairement par le concept de liberté de pensée, liberté de conscience, liberté de religion, qui sont consacrés d'ailleurs par le même article, l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce sont là des droits absolus. Je veux dire par là qu'ils sont non seulement fondamentaux, mais ils ne souffrent guère d'exception. Lorsqu'il s'agit de liberté d'expression, et vous avez raison de le souligner, il s'agit là bien sûr d'un droit fondamental, mais qui n'est pas absolu. Je veux dire par là qu'il connaît une limite. Alors, quelle est la limite? Serait-ce la calomnie exclusivement? Non, le critère est plus fondamental. Le critère, quel est-il? C'est évidemment la rencontre la contradiction avec un autre droit fondamental. Alors, on peut citer comme exemple, par exemple, le droit à la vie privée, le droit au respect de la personne dans son intégrité, dans sa dignité, de la personne humaine, j'entends. Voilà l'enjeu, voilà le critère qui va nous permettre de tracer un fil rouge entre ce droit absolu qui est la liberté de conscience, la liberté de pensée, la liberté même de religion, dirais-je, et la liberté d'expression. Mais immédiatement, ça nous permet en tout cas de souligner peut-être ou d'éviter deux équivoques. La première chose qui est importante à dire à ce propos, c'est que la liberté de religion, le respect de la liberté de religion n'est pas le respect de la religion. Et c'est une confusion qu'on fait souvent, de plus en plus souvent dans des juridictions administratives, notamment en matière d'enseignement, je relève qu'on a tendance à confondre l'un et l'autre. C'est essentiellement et fondamentalement différent. Une deuxième équivoque également concerne, puisqu'il s'agit de religion essentiellement aujourd'hui, cette capacité qu'ont les religions à personnifier, à donner une personnalité à Dieu, qui est un concept. Or, Dieu n'est pas une personne au sens juridique du terme. Je veux dire par là qu'il n'est pas, dans nos démocraties, titulaire de droits et d'obligations en tant que tel. Il n'est pas, en d'autres termes, un sujet de droit. Et par voie de conséquence, il ne bénéficie pas de la protection d'une convention de sauvegarde des droits humains. Il n'accède pas à la dignité de l'être humain. Si je souligne d'emblée ces deux aspects, c'est pour éviter un sophisme auquel nous sommes souvent confrontés et qui consiste à prétendre que lorsque l'on porte atteinte, lorsque l'on critique soit le concept de Dieu, l'idée de Dieu, soit une religion, c'est-à-dire une doctrine de la foi, mais une doctrine quand même, soit une pratique religieuse, soit encore un objet du culte, eh bien, la tendance, l'objection, l'exception que l'on tente à nous faire est de dire que l'on porte atteinte, non pas à une idée, mais à des personnes. Et là, c'est une confusion que nous ne pouvons pas accepter. Voilà pour situer le débat. Donc oui, il y a des limites à la liberté d'expression, mais ces limites procèdent du respect de la personne sur le plan de sa dignité et sur le plan de son intégrité. Au-delà de ça, je n'en vois aucune. La liberté d'expression est, nous l'avons dit tout à l'heure, l'un des fondements de la démocratie et de l'état de droit. Je reviendrai évidemment vers chacun d'entre vous, alors autour de la même question bien sûr, mais en la déclinant, si vous le voulez bien, un petit peu aussi pour faire avancer le débat avec quelques tonalités différentes. Monsieur Tariq Ramadan, en vous souhaitant le bonsoir et la bonne arrivée, j'aurais tendance à vous demander, faut-il, je formulerai donc autrement, faut-il que la pensée soit totalement libre
Et la liberté d'expression à ce point totale qu'elle puisse aller jusqu'à l'ignoble, par exemple à travers des textes, par exemple à travers des appels, par exemple lorsqu'on parle aussi de fatwa dans l'affaire Rushdie, jusqu'à des appels à la mort ou à la mise à mort de quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Le train avait 40 minutes de retard, ce qui explique mon retard, et désolé de ne pas avoir pu vous entendre auparavant et au préalable. Je pense que je lis ma réponse directement à la réponse que vous venez d'entendre parce qu'elle est fondamentale. On a parfois l'impression aujourd'hui que dans le propos qui concerne les religions, on irait dans l'autre sens, qui serait celui de l'affirmation que la liberté est absolue. Rien, dans aucun des droits de toutes les démocraties du monde, et au premier rang desquelles les démocraties occidentales, la liberté d'expression est absolue. Ça n'existe pas. Et ça va beaucoup plus loin que simplement la diffamation. Je suis très content de ce cadre qui a été mis en évidence, à savoir que quand on s'en prend à la dignité ou quand on s'en prend à la personne, c'est-à-dire que par exemple, par la loi, le propos raciste est un propos qui n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'il s'en prend à l'intégrité de la personne, à sa dignité, en ce que la personne est, non pas en ce que la personne pense. Parce qu'on peut critiquer la pensée, on ne peut critiquer l'être. Donc là-dessus, on doit partir de ce principe-là. Maintenant, prendre les dérives dans les expressions dans le monde majoritairement musulman comme ceux qui représenteraient l'islam est un propos qui serait injuste. Il faut faire la critique aujourd'hui de pratiquement toutes les sociétés majoritairement musulmanes, parce que ce n'est pas simplement la liberté d'expression qui est un problème, c'est même la liberté de la dignité de la personne. Aujourd'hui, dans beaucoup des pays majoritairement musulmans, on ne perçoit aujourd'hui que l'expression libre comme un problème, mais c'est l'intégrité des personnes, c'est l'intégrité du citoyen qui est mise en évidence, des hommes comme des femmes, et bien souvent plus des femmes que des hommes, mais les deux. Et on ne peut pas sortir un groupe pour oublier l'autre. Il faut aujourd'hui faire la critique de ces sociétés-là. Est-ce que cela veut dire maintenant et donc en l'occurrence, puisque vous avez parlé de l'affaire de Salman Rushdie, moi j'avais pris position en disant que la fatwa était une faute, que c'était à condamner, de la même façon que j'ai pris position sur ce qui concernait les caricatures au Danemark en disant aux musulmans à l'époque, prenez une distance critique, ne répondez pas à cela, vous ne pouvez ne pas l'aimer, mais il n'y a pas à réagir et à tomber dans le piège d'une provocation qui veut toucher vos sentiments, vous devez y répondre avec l'intelligence de ceux qui prennent une distance, qui disent c'est votre droit de pouvoir être parfois stupide dans votre façon de rire. C'est la liberté d'expression, jusque dans l'humour le plus simpliste et parfois dans certaines des caricatures étaient stupides. Ayant dit cela, j'en viens à un deuxième élément qui fait le lien avec ce qu'on a entendu parce que je pense qu'il est très important qu'on fasse effectivement la distinction entre la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de religion, et la liberté de l'expression face aux religions. Et de ce point de vue-là, vous devez, et nous tous ici dans cette salle reconnaître, l'évolution de la conscience musulmane occidentale, aux États-Unis comme en Europe, par rapport à ces phénomènes-là, car vous allez vous rendre compte que dans pratiquement tous ces pays majoritairement donc occidentaux, les musulmanes et les musulmans n'ont pas du tout réagi comme cela pouvait se passer dans les sociétés majoritairement musulmanes. Regardez la dernière affaire qui s'était passée en Hollande, où quand Geert Wilders a annoncé qu'il allait déchirer le Coran, il a remercié les musulmans, ses concitoyens, de ne pas avoir réagi comme il espérait qu'ils réagissent, parce que certains jouent sur la controverse et se font de la publicité, donc certains partis d'extrême droite, ou certains autres partis qui, derrière la liberté d'expression, veulent cacher leur propre racisme. Donc c'est un premier élément. Vous remarquerez qu'aux États-Unis, comme en Europe, la distance critique, elle fait partie de l'apprentissage de la citoyenneté dans les sociétés occidentales. Et ça m'amène à dire le deuxième point, et je terminerai là-dessus, si ce qui a été dit ce soir est fondamental comme cadre juridique, il y a une chose sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord aussi, c'est que ces principes-là doivent être appliqués égalitairement et de la même façon à tous les citoyens, toutes les religions, toutes les philosophies et à tout le monde. C'est-à-dire que certains qui détermineraient une liberté d'expression par rapport à leur religion, il ne faudrait pas là derrière qu'on produise une acceptation du propos raciste au sens où il est islamophobe, à la différence des autres, car certains se permettent avec l'islam aujourd'hui ce qu'ils n'oseraient pas se permettre avec d'autres traditions religieuses aujourd'hui, et même à l'endroit du christianisme. Même à l'endroit du christianisme, certains se permettent des choses
qu'on n'accepterait pas, et certains ont raison de dire, à certaines phrases, enlevez musulman et mettez juif, et vous êtes systématiquement considéré comme antisémite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la critique de la religion, c'est la critique de la personne en ce qu'elle est musulmane, et que musulman est un indice ou pourrait devenir un élément de sa faute ou de sa caractérisation raciste. Donc là où je mets une claire différence, le propos vis-à-vis de la religion musulmane et de ses principes, nous sommes prêts, et je suis le premier à dire liberté d'expression, mais là, le fait de stigmatiser les gens parce qu'ils sont musulmans, à consonance musulmane, avec une couleur qui n'est pas tellement considérée comme encore européenne, bien qu'avec le temps, on va bien comprendre que l'Europe est multicolore, avec des couleurs qui me ressemblent. Je suis européen comme vous, et donc en l'occurrence, ça c'est autre chose, et c'est une autre vision. Je reviendrai dans un instant, évidemment, parce que vous avez à votre tour soulevé bon nombre de points, mais je m'en voudrais de ne pas accueillir Monseigneur Harpigny et de lui faire croire qu'il va bénéficier de notre indulgence plénière. Donc, à cet égard, Monseigneur, je voudrais vous entendre aussi sur la liberté d'expression, jusqu'où un prélat, jusqu'où le primus inter pares, le prélat, le pontife romain, peut-il aller par son discours, par son verbe, à s'ingérer dans les affaires intérieures, par exemple, politiques d'un État? Je prends un exemple très clair. Ne nous adressons pas à François, prenons son prédécesseur, qui est encore de ce monde. À peine était-il installé qu'il se rendait à Valence, en Espagne, à un congrès sur la famille en pleine campagne politique, avec un déchaînement des évêques et des radios catholiques espagnols, présentés comme tels, Radio Maria, pour en appeler à la chute et à l'agressivité à l'égard du gouvernement de gauche de M. Zapatero. Est-ce un propos qui relève pour vous de la liberté d'expression? Faut-il aller jusque-là, jusqu'à ces incitations au clivage? Très bonne question. Merci. Est-ce que un prélat peut intervenir dans le monde politique et suggérer aux membres de son association telle ligne de conduite? Donc ça, c'est une vraie question, parce que dans la liberté d'expression, dans le monde catholique, je ne vais pas parler des autres, dans le monde catholique, il y a souvent le lien avec la vérité. Et c'est à cause de cela que pendant des siècles, j'ai encore connu ça, alors je ne suis quand même pas centenaire, qu'on empêchait la lecture de certains ouvrages, donc comme la congrégation de l'Index, et c'était beaucoup plus faible que l'Inquisition. Donc le fait d'intervenir donc dans le monde politique, on pourrait dire c'est une ingérence, parce que théoriquement, un pape n'a aucune compétence particulière pour intervenir là-dedans, surtout qu'il n'est pas citoyen espagnol, donc encore moins. Mais s'il y a des interventions, c'est parce qu'on pense que pour les membres donc, de l'Église catholique, il faut les éclairer, les lumières, il faut les éclairer pour qu'ils prennent des bonnes décisions au moment où ils votent. Y compris dans l'enceinte du Parlement européen la semaine dernière. Par exemple. Mais il s'adresse, donc vous entendez à partir de quel statut il s'adresse à ce moment-là. Alors, normalement, est-ce que c'est valable de parler ainsi? Normalement. Votre donc, réponse? Vous ferez un colloque sur le sujet. Mais moi, je dis ceci. On doit laisser à toute personne qui a une certaine autorité morale la possibilité de dire ce qu'elle pense. À partir du moment où elle commence à condamner ceux qui ne pensent pas comme elle, ça ne va pas. Donc il y a aussi des limites. J'aimais bien ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut respecter toutes les libertés. Il y a aussi des limites. Parmi les limites, il y a la législation d'un État de droit. Il y a aussi d'autres limites, on pourra en revenir tout à l'heure, mais je pense que toute personne qui a une certaine autorité peut dire un peu ce qu'elle pense, peut suggérer aux membres de son association d'avoir telle ou telle attitude, mais il serait tout à fait, on le comprend tout de suite, on ne va pas envoyer des surveillants pour voir si les membres de l'association ont fait ce que le chef a dit. Ça, on ne peut pas. Et donc c'est une espèce de
nourriture, si vous voulez, intellectuelle pour ceux qui vont devoir voter, mais ce n'est pas évidemment dire comment il faut le faire, ça non. Est-ce que l'on peut aller, je vais recommencer par vous, est-ce que l'on peut aller donc jusqu'au bout de la pensée artistique, caricaturale, blasphématoire, cinématographique? En bref, condamneriez-vous ou condamnez-vous ou avez-vous condamné ceux qui, se réclamant des mondes catholiques, ont eu des comportements même extrêmement violents à la sortie, par exemple, d'un film comme Amen? Non, ça je n'accepte pas. Donc nous n'avons, surtout, vous avez utilisé le bon mot, violence. On ne peut pas. Hein. Donc on doit respecter les personnes qui vont voir ce film, qui l'ont fait, hein. Et en même temps, quand on n'est pas d'accord, on utilise tous les moyens autorisés par la loi ou qu'on estime bons, mais en tout cas la violence, etc., c'est complètement à côté. Et on peut aussi faire des colloques sur la violence une fois que des gens, il y a malheureusement le cas aujourd'hui, font du tort aux autres jusqu'à les assassiner, etc. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter cela? Est-ce qu'il faut faire autrement que par des actes violents? On verra bien. Mais en tout cas, une fois qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, non, on ne commence pas à détruire. C'est pas ce que nous estimons être le propre de la dignité humaine. On insiste beaucoup sur la parole, hein, et c'est ce qui nous permet d'abord de dire ce que nous pensons et aussi de ne pas tuer l'autre. Il y a des paroles qui tuent, mais au moins l'autre continue encore à vivre. Hein, tandis que commencer à tout arracher, etc., donc ça c'est impensable. Je n'oublierai pas votre voisin dans un instant, mais je reviens d'abord vers vous, Tariq Ramadan. Je vous ai beaucoup entendu et lu il y a peu ici à Bruxelles, lors de la foire musulmane de Belgique. Vous vous êtes exprimé quant à l'interdiction de venue de M. Tarek El-Souaidan. Vous allez sans doute le refaire puisque ma question va porter là-dessus. M. Tarek El-Souaidan s'était exprimé, entre autres, en juillet dernier, YouTube le démontrait par des propos très très durs, et connaissant son haut degré, je dirais, de culture, il me paraissait difficile de croire que M. Tarek El-Souaidan confondait Yahoud, qui veut dire juif, avec Sayouni, qui veut dire sioniste, ou Israël, qui veut dire israélien. Donc quand il utilise Yahoud, on pense bien qu'il dit juif. Mais depuis 2009, parce que là, vous nous avez dit, sur le coup, c'était un geste d'émotion, vu les événements dont il se serait excusé, hein, encore que je vous demanderai de me dire en quoi portaient des excuses. Quand on s'excuse en disant « j'ai pas voulu dire juif, j'ai voulu dire fils de Sion », je vous avoue que appeler à la mort des fils de Sion plutôt que de ceux des Juifs ne me laisse pas indifférent. Mais depuis 2009, M. Tarek El-Souaidan est coutumier du fait puisqu'il expose dans ses livres un antisémitisme qu'il fonde sur la religion. Alors, en quoi trouviez-vous nécessaire, vous l'avez dit, qu'il vienne malgré tout et que l'on aurait dû l'écouter? Mais écoutez, par exactement les propos qu'on vient d'entendre, par exactement les mêmes propos qu'on vient d'entendre aujourd'hui, à savoir que je n'ai aucun problème avec ce qu'il a dit, puisqu'au moment où il l'avait dit en arabe, et bien avant qu'il y ait eu la controverse ici, puisqu'il était venu même avant en Suisse, j'avais pris des positions et une prise de distance en disant que je ne pouvais pas être d'accord avec ce qui était dit, même sous le coup de l'émotion. Même sous le coup de l'émotion. Donc ma position de ce point de vue-là, elle est très claire sur le fond. On rappelle que le propos était très dur. Hein. Il en appelait les mères à allaiter leurs enfants à la haine des enfants de Sion. Le propos était dur et le propos n'était pas acceptable sur le fond. Mais il fallait néanmoins l'inviter. Attendez. On lui donne un visa, il doit venir s'exprimer. Quand on travaille quand on défend le principe démocratique, alors il faut le savoir. Vous avez des gens qui ont pu s'excuser d'avoir dit des choses, il y a des gens qui peuvent venir et qui sont vendus et lus, et qui ont des propos racistes qui peuvent toucher les uns et les autres. Par exemple? Je pense à des auteurs français, ou je pense à des... récemment, là maintenant, par exemple, je suis dans le débat avec lui et je serai le premier à dire... J'étais même, par exemple, contre l'interdiction qui a été faite en Tunisie de laisser entrer BHL, lui on dit de partir. Je dis non, faites-le venir et discuter. BHL n'est pas difficile à contredire, vu l'amplitude du vide qu'il y a derrière ces propos. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais il y en a d'autres, et en l'occurrence, même maintenant, dans certains des propos qui ont été tenus par même Éric Zemmour, qui vend 5000 livres par jour, il y a des choses des propos racistes, c'est-à-dire la violence dans les cités, c'est les Arabes et les Noirs. 2 mois plus tard, tout le monde a oublié,
ou en tout cas ceux qui ont certains pouvoirs l'ont oublié, puis il est invité. Quand on a quelqu'un qui prend des propos, et ça se passe au moment où Gaza est bombardé, et j'aurais aimé qu'avec la même liberté d'expression, beaucoup plus de gens s'expriment sur l'intolérable massacre des innocents de Gaza. Mais enfin, ça c'est autre chose. Il dit ceci, on lui donne un visa, il doit venir, et tout à coup on l'arrête. Sur la base de ces propos-là. Moi, si je défends la démocratie, je fais venir la personne et je le contredis, je n'interdis pas aux gens d'entrer. Et surtout... Même si son propos contrevient à la loi ? Non, le propos ne contrevenait pas à la loi. Appel à la haine et à la destruction de l'autre. Non. Les justifications de la non-entrée étaient possibles des ordres à l'ordre public. C'est-à-dire que derrière ceci, c'est une question de sécurité, ce n'est pas une question de propos. Donc soyons très précis, quand il s'agit du droit, c'est le droit qui compte. Donc quand on utilise la sécurité pour interdire à quelqu'un d'entrer, je pense que de ce point de vue-là, c'est une erreur. Il faut confronter le propos, et j'aurais été de ceux à l'intérieur du Congrès qui auraient pris position par rapport à ce propos-là. Et donc en l'occurrence, quand vous voulez entendre la diversité des voix chez les musulmans, laissez aussi la confrontation de faire, parce que sinon vous décidez pour eux et vous décidez d'un point de vue qui est de jouer avec la loi. C'est-à-dire que je vous dis ceci d'autant plus que quand même, en Belgique, à Bruxelles, on m'a interdit pendant 2 ans d'intervenir dans une de vos universités sous des propos que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et on vient vers moi me dire « Et vous défendez la liberté d'expression ?» D'accord, asseyons-nous, liberté d'expression pour tous de la même façon. Mais ceux qui se sont opposés à ma liberté d'expression viennent maintenant nous dire qu'il y a parfois des libertés d'expression pour certains et qu'il n'y aurait pas pour d'autres. Je suis pour le principe de la liberté d'expression pour tous appliqué de la même façon. Donc mon principe, il est celui de la cohérence. La condamnation des propos d'un homme ne doivent pas, quand il n'est pas violent lui-même et qu'il n'appelle pas à la violence... Ce qui était le cas. Non, il n'a pas appelé à la violence des gens à qui il s'adresse. Non, il appelle à la violence là-bas par rapport à... Yahoud. Non, mais attendez. C'est juif. Attendez. Vous ne pouvez pas... Non, mais c'est vrai, vous avez raison que sur le plan du propos en arabe, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, il a été interpellé par vos autorités. Il s'en excuse. Vous pouvez considérer que ces excuses ne sont pas sincères, mais une fois que quelqu'un met en perspective et dit « je l'ai dit à ce moment-là », vous ne pouvez pas simplement par une décision légale dire « là, nous sommes dans l'ordre possible atteinte à la sécurité de l'État, donc on ne le fait pas entrer ». Comprenez bien ce que je dis, en démocrate et en citoyen européen, suisse. Je vous dis, les hommes, quand on n'est pas d'accord avec eux, on les fait venir. Mais il se trouve qu'il y a certains sujets, quand vous les touchez, ils sont plus sensibles que d'autres. Vous me suivez? Bon, je crois comprendre, mais on peut être précis jusqu'au bout, on y reviendra. Je veux dire, la réalité, c'est que toute la mise en marche de cette affaire-là est venue par des gens qui, en Belgique, sont des soutiens directs, non pas simplement à la tradition juive, mais à l'État d'Israël. Et donc, quand on est avec l'État d'Israël, je dis une chose, je suis le premier. Vous savez, je suis interdit de 6 pays majoritairement musulmans dans l'Arabie Saoudite. Donc moi, on ne va pas m'apprendre à moi qu'il faut s'exprimer. L'Arabie Saoudite est dans mon collimateur, comme l'Iran, comme tant d'autres pays. Mais qu'on vienne vers moi me dire, il y a un pays, donc il faut que vous le sortiez de votre propos critique. Sinon, vous ne serez pas libre. Je suis désolé. Le fait est que ce pourquoi il n'est pas entré, c'est parce qu'il touchait un pays particulier beaucoup plus que d'autres. Soyons simplement honnêtes intellectuellement. C'est ça la réalité. La réalité est tout autre, vous le savez, puisque dans les faits, le propos en appelait à la haine des gens. Il ne parlait pas de la destruction d'Israël, il parlait des mères qui allaitaient des enfants à la haine de personnes. À la haine des personnes dans la situation de l'État d'Israël qui appelle à la haine des Palestiniens et aux morts de citoyens. 2000 citoyens innocents palestiniens. Ne sortez pas de son contexte. Ou alors vous dites clairement que ce que vous entendez d'un certain nombre d'intellectuels en France, comme parfois en Belgique, c'est la haine de l'arabe et des musulmans. Mais non, mais c'est pas pareil, vous pouvez pas tout mettre dans la même... On est au mois de juillet, sous les bombes à Gaza. Quelqu'un s'exprime et vous dites « Ah, il appelle... » Vous tirez une phrase et vous sortez le contexte. Vous pouvez pas faire ça, c'est pas la liberté d'expression. Chacun qui sera ici ira sur YouTube et ailleurs vérifier que depuis 2009, cet homme écrit des choses qui sont à peu près difficiles à justifier en dehors même d'un cadre d'émotion. Mais nous y reviendrons dans un instant.
Alors, je voudrais m'adresser aux juristes et aux laïcs que vous êtes, Henri Barthélemy Mécène. Comment réagissez-vous à ce type d'affaires? Faut-il à un certain moment inviter jusqu'au propos et à la tenue du propos? Ce propos fut-il alors considéré comme contraire à un certain nombre de dispositifs légaux, ou faut-il, sur base de choses connues, je dirais, interdire a priori? On a brouillé un peu le débat par un aspect passionnel que je peux comprendre, mais si on veut clarifier les positions, on essaye de gérer en une seule 3 notions différentes. Qu'il y ait eu un appel à la haine, et que cet appel à la haine puisse être une limite à la liberté d'expression, consacrée par la loi en Belgique d'ailleurs, ça c'est un fait. Là où je rejoins M. Ramadan, c'est qu'on ne pouvait pas, en tout cas considérer qu'il y avait délit avant qu'il ne fût commis. Ou alors on parlait d'un autre délit, on parlait de ce qui s'était dit préalablement. C'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est qu'effectivement, là, il ne s'agit pas d'une question de liberté d'expression, mais ce qui a été invoqué, comme il le souligne à juste titre, c'est éventuellement un risque pour la sécurité publique. Et ça ressortit à la compétence de la puissance publique de garantir aux citoyens la sécurité publique. Y avait-il objectivement un risque pour la sécurité publique, puisqu'il y avait un risque pour des appels à la haine? Ça, c'est une question d'appréciation que je laisse à la responsabilité des pouvoirs publics. Ça ne va pas enrichir le débat de savoir qui avait raison, qui avait tort. Mais donc, nous avons 3 problèmes en un qu'on essaye de rassembler en une seule partie. Je pense que c'est une erreur. Ce sont des concepts tout à fait différents et qu'il ne faut pas entremêler. Maintenant, toute forme d'appel à la haine, retenons-le bien, ne peut se justifier par un autre appel à la haine. Ça, c'est une dialectique que l'on interdit à l'enfant de première année primaire. Ce n'est pas parce que ton voisin a mis son doigt dans le pot de confiture que tu es autorisé à le faire. C'est une dialectique, c'est un sophisme à l'usage des masses ignorantes, mais en tout cas, qui ne peut pas nous convaincre. Sans quoi, nous pouvons décider demain de supprimer le code pénal au motif que tous les jours, des délits sont accomplis. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans le piège donc, du sophisme non plus. Monseigneur, vous souhaitez réagir? Non, je n'ai pas compris. Vous pouvez me réexpliquer ce dernier passage, parce que plus explicitement, je ne vous ai pas suivi. J'ai compris qu'à un moment donné, vous dites, si l'on interdit à X de prendre la parole au motif qu'il est susceptible d'avoir un discours haineux, il faut alors considérer que cette interdiction n'est légitime que pour autant qu'on ait tenu le même discours à l'égard d'autres. Or, je dirais que la transgression de la règle ne se justifie jamais par une autre transgression. Vous ne pouvez pas opposer la justification de la violence par de la violence, ou inversement. Et c'est un petit peu le piège, me semble-t-il, dans lequel vous rentrez. Ah, pas du tout. Là, vous avez traduit par votre interprétation. Alors, vous allez être plus explicite. Je vais être plus explicite. Ce que je disais, c'était le contraire. Je ne disais pas justifier l'un par l'autre, c'est appliquer le même à tous. C'est pas pareil. Oui. Je vous dis appliquer le même à tous, c'est-à-dire que le problème que nous avons aujourd'hui dans beaucoup de nos démocraties, c'est que le même droit, avec lequel je serai d'accord avec vous, est appliqué à géométrie variable selon qui s'exprime et envers qui. Je demande simplement une application égalitaire à tous et sans sélectivité. Et ce n'est pas du tout jouer les uns contre les autres, c'est appliquer pour tout le monde la même chose. Vous comprenez bien qu'on ne dit pas tout à fait la même chose. Vous entendez, si on fait aux uns, on doit faire aux autres. Je dis, mais faisons à tous. Oui. De la même façon. Sur ce plan-là, nous sommes parfaitement d'accord. Ah voilà. Vous voyez comme ça, c'est utile de clarifier. Monseigneur, jusqu'où peut-on aller dans le discours? Hervé Asquin faisait référence tantôt à un débat entre climato-sceptiques et membres du GIEC, par exemple. Moi, je vous emmènerai plus volontiers notamment dans le domaine de l'enseignement, toute la problématique aussi du créationnisme. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où la foi peut-elle aller pour remettre en cause une série d'éléments enseignés en disant, au nom de ma lecture particulière, telle ou telle chose n'a pas à être enseignée parce qu'elle est contraire, même si démontrable, mais contraire à la lecture du monde que propose ma foi. Tout ce que la science découvre fait partie du réel et c'est à respecter. Ça, c'est un premier principe pour moi. Et si quelqu'un interprète des textes bibliques ou autres pour dire que ce que la science découvre est faux, il se trompe. Donc on ne peut pas
au nom de sa propre foi, commencer à contester ce qui scientifiquement est admis par le plus grand nombre et est tout à fait correctement justifié, argumenté. Alors l'autre question, est-ce que quelqu'un qui est scientifique, donc qui explique, peut alors commencer à démolir la conviction de l'autre? C'est très difficile, parce que on sait très bien que dans les affaires de foi, on imagine que c'est une foi aveugle qui repose sur rien. On peut encourager, mais c'est impossible en tout cas pour moi, on peut encourager quelqu'un qui croit à partir de ces textes à peut-être approfondir tout de telle manière que non pas il y ait du concordisme, ça corresponde, mais qu'on accepte au moins que ce que le scientifique découvre est correct, juste et vrai. Et je le dis vraiment très librement, je ne comprends pas pourquoi on refuserait dans cette explication, toutes ces recherches que l'on trouve au niveau du cosmos, de son origine, etc., je ne comprends pas pourquoi la foi l'interdirait. On a quand même évolué au niveau de la méthode historico-critique, des textes bibliques, etc. Et ce que l'on découvre par cette méthode, il y en a d'autres, mais ne va vraiment pas démolir ce qu'on découvre au niveau scientifique. Donc, pourquoi mettre, entre guillemets, ses œufs dans le panier pour consolider une conception croyante qui, entre guillemets, simplement, mais ça évidemment, monsieur ici ne partagera pas tout, mais on dit... Vous n'êtes pas là pour d'ailleurs tout partager. Oui, il y a un carême de partage, mais on n'est pas en carême pour le moment. Bon, mais on dit simplement qu'on dépend de Dieu. C'est tout, dans ce que l'on a comme conception théologique de la création. Alors, le scientifique ne va pas évidemment trouver ça, et ce que le scientifique trouve, c'est très bien, et ça évolue aussi avec le temps, et au niveau de la foi, on peut très très bien continuer à penser qu'on dépend de Dieu avec tout cela. Alors j'imagine bien que nous n'attendions ni vous ni moi de la sonde Philae qu'elle découvre Dieu lors de son périple et nous en envoie une photo, donc c'était évidemment pour vous emmener sur un autre terrain, vous vous en doutez probablement, Monseigneur. Nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois en émission. Sur ces thèmes-là aussi, nous sommes convenus souvent de se féliciter du courage des autorités académiques de l'Université catholique de Louvain qui, malgré les fortes pressions, maintient la qualité de sa recherche. Mais il n'en demeure pas moins, même si le recteur n'est plus magnifique, que les autorités... Ça n'est pas un jugement de valeur, c'est une question de titulature. Il est un fait certain, c'est que les autorités académiques de cette université se sont fait, sans la décennie écoulée, plusieurs fois convoquées ou conviées à Rome pour se faire expliquer dans quel mauvais chemin ils se fourvoyaient en autorisant notamment des recherches in vitro sur la fécondation et la manipulation génétique. Comment faites-vous dès lors l'équilibre entre ce magistère d'influence, qui n'est pas négligeable à Rome, et la liberté de recherche scientifique pour laquelle vous venez de faire un merveilleux plaidoyer? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a dans la liberté d'expression, etc., un lien dans le monde catholique avec la vérité, et donc aussi au niveau de la morale. Et je ne suis pas tellement, moi-même, enclin à commencer à surveiller ce que les autres font dans ce monde-là. Et le domaine de la vie, on sait très bien depuis 100 ans, ça a considérablement évolué. Et si on reste avec des schémas en train de poser des jugements en mettant des interdits et des interdits, on ne laisse pas les gens chercher. Donc, il faut vraiment faire confiance et de temps en temps demander où on en est. Mais ce qui s'est passé à Louvain à ce moment-là, c'est qu'on était convoqués non pas pour dire où on en est, mais pour justifier que ce que l'on faisait correspondait bien à ce qu'on enseignait. Je vais dire autrefois, et c'est ça que ça n'a pas fonctionné. J'espère en tout cas
qu'il y aura dans les années qui viennent, le climat change un peu en Italie centrale. Donc j'espère que sur ce plan-là aussi, on pourra davantage se parler, tout en étant évidemment comme catholique pour le respect de la vie, mais aller toujours soupçonner, etc., ça n'aide pas, et au contraire, enfin ça c'est au niveau stratégique, on en arrive finalement à des gens qui, avec une grande bonne volonté, une grande exigence personnelle, aussi au niveau éthique, veulent faire des progrès, veulent avancer et se font toujours tirer dans le dos. Du coup, il y a une opposition finalement qui touche l'autorité de l'Église à Rome, mais qui ne sert à rien. Monsieur Ramadan, je reviens vers vous, toujours en restant sur le champ de l'enseignement. On sait dans la pratique courante, bon nombre d'enseignants en témoignent, qu'il devient difficile dans un certain nombre d'écoles d'évoquer un certain nombre de sujets dans les cours, soit que ces sujets touchent effectivement à des sujets conflictuels, soit qu'ils touchent à la sexualité, soit qu'ils touchent à des problèmes de mixité, et notamment dans les rapports au sport. Quel est votre discours constatant ces faits et comment l'interprétez-vous par rapport à ce que ça peut brider de la liberté d'expression et de la liberté d'enseignement surtout? Je dirais deux choses. J'aimerais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je pense qu'on a un double travail à faire. Je pense que, encore une fois, sur le plan du savoir et sur le plan des sciences, il y a à laisser l'expression scientifique, il faut la respecter, il faut de ce point de vue-là, ma position elle est extrêmement claire du point de vue de l'enseignement, depuis le début de l'enseignement jusqu'à son terme, il faut respecter les disciplines et respecter les matières d'enseignement. Donc ça c'est un principe de base. Maintenant, il y a un travail à faire qui n'est pas fait dans deux cas. Nous avons un déficit fondamental dans notre système scolaire sur la façon avec laquelle on doit aborder le fait religieux aujourd'hui. Il y a un illettrisme religieux déterminant. Et ça veut dire qu'ensuite, on dit aux gens, vous êtes libres de penser ce que vous voulez, ce qui est vrai, mais il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Il n'y a pas de liberté quand il y a ignorance, parce que l'ignorance, c'est une prison. C'est la prison de l'intelligence. Donc, si l'on veut ouvrir les gens à la diversité, il faut éduquer. Et on ne peut pas simplement demander aux gens « ouvrez vos esprits » quand à l'école, on n'enseigne pas aux citoyens l'ouverture d'esprit. Encore une fois, ce n'est pas le romantisme du bouddhisme qui semble être une religion extraordinaire où on va ressusciter. On n'a rien compris. Je veux dire, le bouddhisme aujourd'hui est très mal compris parce qu'il est mal enseigné et les religions sont mal enseignées. Donc vous seriez pour un cours dès le plus jeune âge d'apprentissage du fait religieux, de la sociologie religieuse. Parce que c'est équipé avec ce vous allez faire un heureux. Non, mais c'est déterminant. Mais c'est déterminant. Nous ne sommes plus dans des sociétés qui sont religieusement homogènes. Nous sommes dans la diversité. Et quand il y a diversité, la gestion de la diversité passe par l'intelligence de cette diversité, ce qui se fait. Et je pense que, vous savez, même dans les rencontres interreligieuses, je disais qu'il fallait intégrer des laïcs et des athées et des agnostiques parce que ça fait partie de notre diversité. Nous devons faire ça. Et de la même façon... Partout dans le monde ? Partout dans le monde, bien sûr. Non. Ici, on a plutôt facile à tenir le propos, mais c'est pas forcément facile. Dans certains pays, parce que je ne peux pas y entrer, mais c'est partout. Donc, en l'occurrence, de l'autre côté, ce qu'il faut, c'est que par rapport aux questions scientifiques, par rapport aux questions du savoir, il y a un vrai travail à faire dans je les appelle communautés religieuses, parce que ce sont des communautés spirituelles dans lesquelles il faut faire un vrai travail de rapport au savoir. C'est-à-dire de faire comprendre une chose, jamais plus de savoir ne veut dire moins de foi, ou alors on a mal compris ce que c'est que la foi. La foi, c'est plus de savoir, c'est jamais moins. Et c'est à partir de ce dispositif-là où on doit faire un travail, ce que j'appelais par exemple la distance critique par rapport au débat public, le rapport au savoir, c'est avec ce cadre-là que j'arrive à votre question en disant aujourd'hui, ce que je dis en l'occurrence à tous les jeunes et à tous les parents, c'est que dans le système scolaire, on ne peut jamais justifier de l'absence à un cours parce que ce qui est enseigné va à l'encontre de ce qu'on croit. Parce qu'on ne constitue pas sa foi sur l'ignorance. Donc on va apprendre. Et on va aller au cours d'histoire,
Et quand on va parler de la situation et de ce qui a fondé l'Europe contemporaine, elle a vécu un traumatisme entre les deux guerres et avec la Deuxième Guerre mondiale. Elle constitue la conscience européenne et à aucun moment il ne faut justifier le fait de ne pas enseigner l'extermination des Juifs et des Tziganes en Europe. Il faut le savoir, il faut l'étudier et il faut le condamner sur le principe et le savoir quant à sa constitution intellectuelle. Donc là, c'est par rapport à la question historique. Et quand j'entends des enseignants qui sont venus vers moi en France ou même ici, qui m'ont dit on ne peut plus. Pourquoi ? Parce qu'ils confondent l'enseignement de cette histoire avec la question israélo-palestinienne. Et là, il faut absolument... mais vous voyez, il faut aussi qu'on intègre dans l'enseignement des choses très très importantes. En France, Deuxième Guerre mondiale, des gens de la mosquée de Paris établissent des conversions ou des documents de conversion pour protéger des Juifs de l'extermination. Intégrons ceci en disant mais attendez, ça fait partie de votre histoire. Vous êtes européens, vous êtes musulmans et des gens européens ont participé de ceci. N'en faisons pas une histoire étrangère. Elle est une histoire, notre histoire. Commune. Notre histoire. C'est ce nous. Moi, j'ai appelé il y a 20 ans de cela un nouveau nous. C'est-à-dire que vous et moi, on parle du même nous, c'est-à-dire notre constitution, notre conscience européenne. Ça, c'est un premier élément sur aussi la biologie, c'est-à-dire que le rapport au créationnisme, par exemple, on a eu un grand courant créationniste avec en Turquie qui a une encyclopédie. Et là, il faut absolument être critique par rapport à ça. C'est Haroun Yahya. Non, exactement. Haroun Yahya et d'autres aux États-Unis qui ont repris des thèses américaines et tout ceci. Et donc cet enseignement-là de la biologie, en étant aussi extrêmement clair, c'est-à-dire l'évolution pour moi elle est un fait, mais les hypothèses scientifiques sur l'évolution c'est autant des faits. Vous discutez avec des biologistes, des paléontologistes, des anthropologues et il y a plein de discussions là-dessus. Donc ne faisons pas d'une thèse le fin mot de l'histoire scientifique. Nous sommes dans le débat et je dis bien que tout doit être sujet au débat sur le plan scientifique. La loi Guesso en France qui vous dit c'est comme ça que l'histoire est, si vous la contestez vous avez mais qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand est-ce qu'on légifère sur l'histoire? Depuis quand la loi décide de ce qu'on peut dire sur l'histoire? Ça, c'est un déni de la conscience scientifique. C'est absolument pas possible. Depuis quand est-ce qu'on fait une chose comme ça? Qui pourrait aujourd'hui légiférer sur l'histoire en disant si vous dites ça, vous êtes contre la loi parce que vous pensez sur l'histoire ce qu'on ne peut pas questionner? Je pense qu'on questionne même l'histoire, même la biologie, même la physique, même la philosophie, même les religions lorsqu'elles apportent. Donc, sur la question de la mixité par rapport à la gym et tout ceci, là aussi, il faut pouvoir y aller. Je dirais simplement une chose, qui est pour moi aussi un rapport de ce nous. À des moments donnés, par rapport à vous-même, vous avez des rapports à la pudeur, des rapports à votre corps. Je pense que n'importe quelle école pluraliste devrait à des moments donnés considérer. Il n'y a rien contre l'intelligence laïque de considérer la pudeur ou la conception de la pudeur des gens, des hommes et des femmes d'ailleurs. C'est pas simplement considérer. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui remet en cause les fondements de l'école quand on accepte les rapports que les gens ont avec leur corps. Parce que si notre intelligence est en danger par la façon que nous sommes avec nos corps, c'est que notre intelligence a un problème. C'est qu'à un moment donné, on réagit plus émotivement que scientifiquement. Donc je dirais qu'il faut tout accepter de ceci. Moi, je ne suis contre la dispense des cours. Je suis contre la dispense des cours. Mais à des moments donnés, j'aimerais qu'on soit un tout petit peu intellectuellement plus ouvert dans cette façon dont on a considéré l'école. C'est ou vous vous habillez comme moi, ou vous n'êtes pas des nôtres. Ben non, je m'habille comme ça et je suis des vôtres. Vous savez pourquoi? Parce que des nôtres, on s'habille de plusieurs façons. Henri Berthelot-Ménissène, réaction sans doute aussi, il y avait beaucoup de choses dans la question d'abord et puis dans la réponse de Tariq Ramadan, mais aussi de Monseigneur Arpini. Ce rapport à l'enseignement doit-il être totalement, si j'ose dire, neutralisé de tout effet religieux, ou doit-il comporter des accommodements raisonnables, ou doit-il au contraire être fondé, comme Tariq Ramadan le dit, dans une conscience du fait religieux, une culture de l'apprentissage du fait religieux, ou convictionnel, pour être peut-être plus neutre, dès le plus jeune âge? Je peux m'accorder sur beaucoup de choses qui ont été dites par mes prédécesseurs. Beaucoup.
notamment par le distinguo qui est fait entre la foi et le savoir. Mais c'est extraordinaire, cette notion est une notion qui nous revient souvent comme un yo-yo. J'aime bien ce propos de Thomas Hobbes, il y a 350 ans, qui consistait à dire « ce que je sais, je ne le crois pas, et ce que je crois, je ne le sais pas ». Et je ne partage pas l'optimisme de M. Ramadan lorsqu'il dit que toute foi appelle à la connaissance, toute foi va nous permettre de repousser l'ignorance. Ce sont des domaines qui ne se rencontrent pas. La foi, vous êtes bien placé pour en parler, de part et d'autre, en tant que théologien et ministre de culte, c'est perçu comme une grâce. Heureux celui qui a reçu la foi. Elle s'enseigne-t-elle? Je ne pense pas, la religion s'enseigne. Mais la foi, à ma connaissance, elle ne s'enseigne pas, elle ne se discute pas. Elle relève de l'intime. Elle relève de l'intuition. Elle relève d'un contact plus ou moins direct, si nous avons bien compris, avec une transcendance qu'on appelle Dieu ou autrement. Et alors, lorsqu'il est question d'appréhender au sein même de l'école le fait religieux, mais évidemment, le fait religieux fait partie des savoirs et des connaissances. Il est important de connaître l'origine des cultures, l'origine des convictions, ce qu'elles peuvent avoir comme incidence sur les morales, les conduites, sur la manière dont elles déterminent nos actes et nos pensées. Bien sûr, là, on est dans le domaine du savoir. Mais lorsque l'on glisse subrepticement de ce fait religieux vers la religion, là, il y a place pour le risque. Et, à nouveau, on marche sur la ligne blanche, constamment. Lorsque l'on dit « Ah, mais au nom du rapport avec le corps, qui après tout appartient à chacun, pourquoi être si suspicieux par rapport à ceux qui ne porteraient pas le même vêtement que vous ?» Ce n'est évidemment pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est évidemment pas de cela qu'il s'agit. Ce dont on parle d'une manière subliminale, c'est évidemment, appelons un chat, le port d'un vêtement qui représenterait par hypothèse un signe ostensible d'une conviction religieuse. Et la question qui se pose alors doit se poser dans les termes différents de ceux où elle a été abordée. Lorsqu'il s'agit de l'école, est-ce qu'on parle de liberté d'expression dans le chef d'un citoyen majeur, mature, qui dispose des outils de savoir, de connaissances, qui permettent de se déterminer librement, qui permettent de le faire en parfaite émancipation? C'est toute la question. L'école n'est pas le lieu où les hommes et les femmes sont finis. L'école est un lieu d'apprentissage, c'est un foyer, c'est un lieu protégé, où il me paraît, moi, guère opportun d'enfermer un enfant, je dis bien un enfant, qui n'a pas encore accès à cette maturité, à cette majorité au sens kantien du terme. Il n'est pas opportun d'enfermer un enfant dans un vêtement, dans un signe convictionnel qu'il n'aurait pas librement choisi. L'école est précisément le lieu de l'altérité, comme cela a été souligné, le lieu de la rencontre avec l'autre. C'est le lieu où on va sortir en quelque sorte un enfant de son contexte familial, où il a été imprégné par une foi, imprégné par une religion, parce que cette foi-là n'a pas été enseignée. Elle a été reçue à la naissance en raison de la contingence même de l'appartenance. On ne peut pas être musulman si on est dans un milieu catholique. On ne peut pas naître catholique si on est dans un milieu musulman. Et la religion musulmane n'est pas de toute éternité, pas plus que la religion catholique d'ailleurs. Donc la contingence des appartenances est un constat qu'il nous faut faire en toute loyauté, en toute bonne foi. Et que souhaitons-nous en termes de liberté religieuse? C'est que l'individu qui a accès à la majorité, qui est en pleine possession de ses moyens, en capacité de choix, puisse librement conserver sa religion d'origine ou en changer. Éventuellement même décider de n'en avoir aucune. Ça, c'est l'émancipation. Ça, c'est le respect de la personne humaine. Ça, c'est le contraire de l'imprégnation. Et c'est peut-être cela aussi le rôle de l'école. Et c'est sous cet aspect-là que je voudrais qu'on aborde la question des signes ostentatoires ou ostensibles ou significatifs qui seraient portés, quelles que soient les religions, entendons-nous bien. Il ne s'agit pas ici d'un racisme larvé qui viserait uniquement une religion en particulier. Non, cela vise aussi bien le col romain, cela vise la kippa, cela vise la croix pectorale, cela vise éventuellement le foulard. N'ayons pas peur des mots. Et sur cette question, je suis assez tranché, comme vous l'aurez constaté. Je pense que votre voisin le sera aussi. Vous allez, messieurs, tous les deux, évidemment, réagir. Tariq Ramadan, vous souhaitez réagir. Ensuite, Monseigneur Arpini. Tariq Ramadan d'abord.
Je voulais dire que les applaudissements de la salle montrent qu'il y a encore un long chemin dans le débat sur la question. Non, un long débat, mais pourquoi réagir de cette façon? C'est plutôt positif ce que je dis. Il y a débat. Je ne sais pas si vous percevez la potentielle contradiction entre votre propos préliminaire et le propos sur lequel vous terminez maintenant, puisque vous dites, en l'occurrence, qu'il faut pouvoir ne pas limiter la liberté d'expression, qu'en l'occurrence, c'est aussi une expression, le vêtement. Et si l'école est un lieu de diversité, ben laissez les gens dans leur diversité choisir. Et en l'occurrence, la question du port du signe, moi, en l'occurrence, vous savez, je ne parlais pas de ça au départ, je parlais plutôt du fait de la piscine. Parce qu'il y en a certains, si les femmes ou les jeunes hommes ne vont pas à la piscine, ne s'intègrent pas à notre culture. Je trouvais ça un tout petit peu réducteur quant à la culture belge de penser que la piscine s'y décide ou décide de la culture. Je pense qu'il faut avoir une amplitude intellectuelle un peu plus grande. En l'occurrence, non, mais parce que je pense qu'effectivement, la culture, c'est de laisser les gens dans l'intégrité du rapport à leur corps. Oui, on y reviendra, parce qu'il s'agissait en l'occurrence que des jeunes femmes n'aillent pas à la piscine en même temps que des jeunes hommes. Non, mais les hommes de la même façon. Normalement, ça devrait se poser de la même façon. Donc, moi, je suis pour l'égalité du fait de poser la question. Mais je pense que poser la question de l'école en ces termes, pour moi, c'était réducteur. Mais puisque vous avez abordé la question du foulard, et en l'occurrence du port du signe, religieux, comme on le dit, en l'occurrence, ce qu'on soit clair, on dit tous les signes religieux, mais cette question a été essentiellement abordée au moment de l'apparition des signes directement et spécifiquement liés à la présence musulmane en Occident, et en particulier en France, puis ensuite en Belgique et dans d'autres pays. Il y a quand même quelque chose de ce point de vue-là où l'on sait que la question de la kippa ou la question de la croix ne sont pas touchées de la même façon. Ma position par rapport à ça, par rapport à l'école, c'est que je ne cesse de répéter, vous savez, c'est des positions extrêmement claires sur le plan du droit et sur le plan des droits humains. C'est pratiquement compris dans tous les pays du monde, majoritairement même anglophone. C'est très difficile dans le monde francophone. C'est cette formule qui dit « Il est contre l'islam d'imposer à une femme de porter le foulard ». Et je m'y suis opposé contre l'État saoudien, contre l'État iranien et contre les papas et les mamans qui imposeraient à leurs filles de porter le foulard. Contre, je suis opposé à cette imposition de droit par l'État ou de fait par les parents. Mais je pense qu'il est contre les droits humains d'imposer à une femme de l'enlever, à partir du moment où elle décide de le faire. Que vous décidiez qu'à 15 ans, elle n'est pas encore suffisamment mûre, il faut attendre 18 ans, je ne vois pas de quel droit. Parce que si, en plus, vous considérez qu'il y a maturité, il faudrait intervenir dans l'éducation des parents, car tout parent a une influence sur l'enfant dès le moment de l'éducation. Éduquer un enfant, c'est influer sur son évolution. Et pourquoi décideriez-vous que cet enseignement est plus orienté et plus négatif qu'un autre? En l'occurrence, je pense que de ce point de vue-là, il faut laisser les parents pouvoir avancer et l'école pouvoir recevoir. Et je ne comprends pas cette idée qu'il faudrait que quand on porte le foulard, on sorte du système de l'État. Mais non, si vous voulez qu'effectivement il y a rencontre, débat, réflexion, évolution, mais laissez-les entrer, laissez-les dans l'école, c'est là que va se faire le débat. C'est pas en leur disant allez faire des écoles privées, car au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis contre le principe de l'école privée musulmane. J'ai écrit ceci et contre beaucoup de ceux des musulmans qui disaient notre solution c'est l'école privée. J'ai dit non, moi je suis un enfant de l'école laïque genevoise. Et c'est là où j'ai appris le débat, et c'est là où j'ai appris à penser, et c'est là où j'ai appris l'ouverture. Pourquoi le permettriez-vous à moi? Parce qu'à un moment donné, je suis un homme, et ne le permettrions-nous pas à une femme? Parce qu'à un moment donné, elle peut décider, elle, qu'elle porte le foulard. Je pense que c'est pas logique. Je pense qu'il faut être un lieu d'accueil et de diversité. Donc voilà ma position par rapport à ça. Et je pense que c'est toute l'idée de notre avenir commun. C'est toute l'idée de même l'école qui va développer une pensée citoyenne de l'ouverture, une pensée avec des hommes et des femmes qui vont se rencontrer dans cet espace scolaire d'abord, puis dans cet espace académique, et puis dans la société quotidienne tous les jours. Et je pense que c'est bon aussi pour des jeunes qui peuvent être dans des familles où on ne parle pas de Dieu, des jeunes qui peuvent être dans des familles où on ne parle pas de la diversité culturelle, à un moment donné d'être en contact avec des jeunes hommes et des jeunes filles d'autres traditions. On ne peut pas
À l'école, vouloir rendre invisible la présence et supposer que le citoyen va gérer la diversité. On ne peut pas vouloir une école où rien ne se voit, et une société, il faudrait accepter la diversité, de la visibilité. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que l'idée de l'école doit être, qui est un apprentissage à la diversité, au débat, au pluralisme. Et c'est là que les choses devraient jouer. Monseigneur Harpigny a certainement une idée également sur la question. Donc on est parti de la liberté d'expression et on arrive à la neutralité. Alors la neutralité, ça dépend ce qu'on met là derrière. Si c'est pour ne manifester aucune conviction personnelle, moi ça ne va pas. Alors je suis tout à fait d'accord que la société dans laquelle on vit n'est pas un couvent où tout le monde va porter le même vêtement. C'est évident. On n'est pas en Arabie Saoudite. Bon. Mais en même temps, je partage aussi que dans l'éducation... Je ne suis pas sûr que l'image du couvent s'impose pour l'Arabie Saoudite, mais bon... Vous pensez trop au célibat et pas aux vêtements. Voilà, moi je pensais aux vêtements. Bon. Et c'est vous qui me dites ça. Voilà. Forcément. Je suis aussi tenu par des règlements que je n'ai pas choisis. Bon. Donc, réfléchir à la neutralité, donc où tout le monde, et c'est la bonne chose, si on peut parler comme ça de la neutralité, où tout le monde peut reconnaître qu'il y en a d'autres qui ne pensent pas comme lui. Et donc respecter cela, et trouver que c'est un plus dans une société où tout le monde se respecte. Mais aussi, dans la neutralité, je pense, il y a le fait que je puisse dire qui je suis. Alors que pour l'éducation, il y ait des processus à mettre en place ou n'importe, on veut bien y réfléchir, mais je trouve quand même qu'on peut manifester qui on est dans la société. Et je suis aussi persuadé, convaincu, que pour réfléchir à l'avenir de la société, tout le monde a une conviction. Et quand on donne sa propre conviction sans l'imposer, je crois qu'en partageant avec d'autres, on peut avancer. Alors, les signes religieux. Bon, qui est-ce qui décide qu'ils sont religieux? Voilà. Qui est-ce qui décide qu'ils sont religieux? Pour moi, c'est une croix et un col romain pour qu'on me reconnaisse. On espère que je suis catholique. Je pense que je le suis. Mais il y en a d'autres qui ont le même signe qui ne sont pas catholiques. Donc là aussi, qui est-ce qui décide ça? Donc il faut revoir aussi tous les règlements dans l'espace public, tout ça. Mais de manière systématique, dire que tout ce qui est signe qui appartient, mettons, à une conscience religieuse ou à une religion est ostentatoire, donc qui s'impose, qui empêche les autres finalement de penser ce qu'ils pensent, etc. Là, je crois que nous avons encore beaucoup à évoluer. Et franchement... Bon, j'ai commencé avec le col romain quand j'ai été nommé évêque. Donc avant, j'étais vraiment habillé. Je ne vais pas dire comme tout le monde. Habillé comme tout le monde, c'est difficile, puisque quand on parcourt la planète, il y a énormément de vêtements. Mais donc, on n'est pas reconnaissable dans la société. Et c'est un peu normal que ce soit comme ça pour tout le monde. Mais en même temps, je suis persuadé que quand on réfléchit à l'avenir de la société, dire sa conviction et même en montrant qui on est, je trouve que c'est une excellente chose, y compris, et dont je vous fais encore avancer, à propos de la citoyenneté. Ça vaut la peine quand même de réfléchir ce qu'est la neutralité. C'est ne pas imposer ce que l'on pense, ne pas interdire ce que d'autres font et qu'ils pensent qui est bon, parce que c'est pas la même opinion que soi, mais en même temps, pour certains sujets, et heureusement, je ne vais pas dire grâce à Dieu, mais donc heureusement, depuis 2 siècles quand même, tout ce qui concerne le racisme, l'antisémitisme et toutes ces choses qui se terminent par isme, qui finalement détruisaient... Attention au catholicisme. Oui, mais donc, il y en a aussi qui ont été détruits parce qu'ils étaient catholiques. Il suffit de parcourir la terre. Mais donc, tous ceux que, à cause de cela, ont détruit, ça, heureusement, depuis 2 siècles, on a fameusement évolué. Et en tout cas, en Belgique, on peut être fier. Je rappelle tout simplement, c'est après la période de M. Asquin, qui est du 18e, que quand on a signé... 18e il ne fait pas son âge. Vous l'avez dit. Et j'ai même lu Joseph II et tous les autres. Donc, mais
Non, ce que l'on a eu comme constitution de l'État belge en 1831, l'autorité romaine n'est pas contente. Hein? Non. Non. Bon, Elle n'a pas alors, hésité à le faire savoir. oui, elle a fait savoir. Et donc, et c'était aussi à cause des libertés qu'il y avait là-dedans. Alors on peut dire que ça venait des libéraux, ça ne venait pas du Parti catholique. Je ne suis pas très sûr, je ne suis pas un 19e, donc je ne connais pas très bien l'histoire de ce moment-là. Mais donc ça vaut quand même la peine de voir l'évolution que nous avons accomplie en discutant les uns avec les autres, en n'étant pas de la même conviction. Et c'est un plus. Hein, c'est vraiment un plus dans ce société. Et c'est là aussi que je mets la liberté d'expression, donc le fait de dire qui on est, ce que l'on pense pour l'avenir, etc. Et alors, à un certain moment, on dit qu'on est en Belgique, on trouve un compromis. Admettons que ce soit des compromis parce qu'on sait très bien que ça ne dure que 15 jours et puis qu'on recommence parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce qu'on pense être le terme. Et ça, c'est une bonne chose. Monseigneur, je vais vous engager comme chroniqueur politique à la RTBF dès demain matin. Je n'attends que ça. Bien, il nous reste encore un tour de table, si vous en acceptez l'augure, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes encore pour débattre de ceci. J'aurais voulu, ça fait très intéressant évidemment, mais quand même que nous reprenions à partir de cette idée de Kant qui dit, je le cite, hein, « Certes, on dit la liberté de parler ou d'écrire peut nous être retirée par un pouvoir supérieur, mais absolument pas celle de penser. Toutefois, dit Kant, toutefois, quelle serait l'ampleur et la justesse de notre pensée si nous ne pensions pas en quelque sorte en communauté avec d'autres à qui nous communiquerions nos pensées et qui nous communiqueraient les leurs. Il termine donc en disant « On peut donc dire que ce pouvoir extérieur qui dérobe aux hommes la liberté de communiquer en public leurs pensées leur retire aussi la liberté de penser. Penser et ne pas pouvoir dire ce que l'on pense ou le communiquer ce que l'on pense est en quelque sorte une atteinte grave à la liberté de penser. À partir de là, Monseigneur, et puis vous, Henri Barthélemy Hyssen et vous-même, Tariq Ramadan, réaction. Je songe aussi, évidemment, parce que l'actualité est ce qu'elle est, à ceux qui en appellent dans certaines circonstances aujourd'hui à des boycotts, et notamment des boycotts académiques et culturels, en disant qu'il faut que toute personne, en l'occurrence, par exemple en Israël, soit interdite pour l'instant de communication culturelle ou académique avec nos mondes ici, parce que ils auraient en quelque sorte une pensée unique, celle d'Israël. Est-ce que l'on peut, à un certain moment, interdire à quelqu'un de dire ce qu'il pense et donc le condamner au silence? Vous connaissez la réponse. Mais j'aimerais entendre la vôtre. Non, on ne peut pas. Non. C'est à mon avis, mais je peux me tromper, c'est une réaction de peur, ça. C'est vraiment une réaction de peur. Bon, j'ai encore eu la blague il y a quelques mois. Oh, j'étais pas content du tout, et l'évêque de Liège non plus. On était harcelé de mails parce qu'à Louvain, donc l'UCL, l'Université catholique de Louvain, il y a quelqu'un qui venait proposer la réflexion sur la théorie du genre. C'est contraire à la doctrine catholique. Bon, le jour où vous me donnerez le texte où la doctrine catholique là-dessus dit quelque chose de définitif, bon, vous me le direz. Mais donc, alors, l'évêque de Liège, donc on s'est échangé les mails, on disait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a quand même pas passé sa nuit à toujours recevoir des mails. Et on a dit, quand, dans une université, un des aspects fondamentaux, c'est la recherche, y compris là-dessus, il faut laisser à quiconque venir dire ce qu'il pense. Quand quelqu'un vient dire ce qu'il pense, pourquoi est-ce que je penserai comme lui automatiquement si j'ai une autre conviction? Et si c'est intéressant, je vais discuter avec lui, comme je disais tout à l'heure. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'avoir ainsi des forteresses ou des murs qui empêchent finalement d'être, libre pour dire ce que l'on a trouvé. Parce qu'une fois qu'on pense, nous pensons tout le temps, évidemment, même quand nous dormons, mais quand nous pensons et que nous pensons que ça vaut la peine d'être dit, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le dire? Qu'est-ce qui, dans une société, m'empêche, sauf évidemment tout ce qui concerne le racisme, etc., mais qu'est-ce qui m'empêche, sur certains sujets, de dire mes trouvailles, puisque tout le monde en a, hein? Moi, je trouve que empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent, c'est vraiment pas... c'est pas correct, et puis c'est arrêter l'évolution de l'humanité. Or, on sait très bien que
on en a encore pour un beau bout de temps à découvrir des choses et à les partager. Et c'est ainsi que, finalement, je crois qu'on sent ce qu'est l'humanité dans son fond. Non, vraiment pas. Tariq Ramadan ou Henri Bartholomew Hussein, comme vous le souhaitez. On ne va pas tirer au sort. Ah oui, tout à fait. Mais donc, je considère, en tout cas, je souscris entièrement aux propos de Kant pour le point. Mais c'est assez étonnant. En matière de droit de propriété, la loi prévoit la libre jouissance, la paisible jouissance de son droit. En matière de liberté d'expression, il n'y a pas de garantie de libre jouissance de la pensée. Parce que la pensée ne s'approprie pas. La pensée ne vit que parce qu'elle circule, parce que la parole circule. C'est ce qui lui permet d'évoluer, c'est ce qui lui permet de progresser, ce qui lui permet vraiment d'avoir une perspective, je dirais presque évolutionniste, dans un système quasiment darwinien de la pensée. Donc le choc des idées, le goût de la preuve est indispensable à l'évolution et au progrès, au perfectionnement. Si vous supprimez la possibilité pour une pensée de se distribuer, de se partager, de se contredire, de se choquer, effectivement vous tuez la pensée. Donc la pensée est effectivement un patrimoine commun que personne ne peut s'approprier, qui à chaque instant doit pouvoir être remis sur le métier, à chaque instant pouvoir être soumis à l'épreuve de l'expérimentation, de la raison, et c'est peut-être ce qui constitue la base même du libre examen et peut-être du progrès, du partage des connaissances et des savoirs moteurs de l'humanité. L'alternative, si on supprime la parole, si on empêche la parole de circuler, ce sont les antagonismes, les luttes, les guerres ou les conversions. Forcées, j'entends. Raison pour lesquelles, effectivement, ce partage de la pensée, cette communication, cette libre expression est un élément absolument indispensable et raison pour laquelle on la considère comme un des fondements de la démocratie. Voilà, le micro circule. Écoutez, de ce point de vue-là, j'aimerais réagir à deux choses, parce que ça me permet aussi de rebondir sur un point qui était lié à... Vous savez, je vais vous dire une chose, parce qu'on a parlé de la Belgique par rapport à la question du foulard tout à l'heure. J'aimerais vous dire une chose. À un moment donné, j'ai espéré que l'influence française allait s'arrêter aux limites de la frontière belge. Et que dans le monde francophone allait se passer quelque chose, eu égard d'ailleurs à l'histoire de la Belgique, eu égard à la diversité. Malheureusement, aujourd'hui, les courants contradictoires et les courants d'extrême droite, malheureusement, ont une certaine force dans certaines régions de ce pays, malheureusement. Mais j'espérais que dans le monde francophone, la Belgique, et à un moment donné, j'ai même pensé sur la question de cette diversité, de ce rapport mais il y a trop d'influence de cercles parisiens dans le monde francophone belge. Vous êtes parfois sous influence, pour ne pas dire sous colonisation. Non. Expliquez-moi. Après, on peut discuter du fond, mais là, vous ne pouvez pas réagir sur l'émotion en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Je raconte des choses que je vois, des choses que je sens, des choses que j'entends. Et je pense qu'il serait bon que la Belgique se décolonise intellectuellement de l'influence de Paris. De Paris, j'ai dit, même pas de la France. Non, mais ne réagissez pas comme ça. Je suis très sérieux sur cette question-là. Je suis très sérieux parce que le potentiel de diversité en Belgique est autrement plus important que ce qu'on a dans certains salons parisiens. Autrement plus important. Vous appauvrissez votre propre culture intellectuelle en prenant des choses qui sont médiatiquement dans l'air du temps, malheureusement. Non, mais c'est sérieux, cette affaire-là. Je pense que la dynamique belge gagnerait, même par rapport à certains courants politiques du côté flamand, à avoir une pensée belge francophone solide d'elle-même, et non pas sous l'influence d'ailleurs. Oui, vous pouvez penser que je dis n'importe quoi, pas complètement. Mais enfin, c'est comme ça que je le vois. Prenez-le comme un propos d'un visiteur aimable. Critique constructive, pas du tout négative, constructive. Le deuxième élément que je voulais mettre en évidence par rapport à ce que vous avez dit, et je pense que la façon dont vous avez posé la question est très importante. Et elle est bonne, je pense que c'est la bonne façon de poser la question, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, peut-on, sur le plan du principe, pousser jusqu'au boycott intellectuel ?
Eh bien moi, le boycott intellectuel, je ne le soutiens pas. Je soutiens des boycotts. Oui, des boycotts. J'étais au premier rang et pendant au moins 20 ans du boycott à l'endroit de l'Afrique du Sud. J'étais de ceux qui étaient présents et au départ avec des chanteurs qui étaient comme Johnny Clegg depuis Genève au premier rang de cette résistance non violente. J'ai appelé il y a 20 ans à un mouvement international de résistance non violent à la politique israélienne, dont certaines dimensions du boycott sont discutables, même sur le point de vue de tous ceux qui soutiennent les droits palestiniens ne sont pas tous d'accord sur la réalité du boycott. Est-ce que c'est la bonne façon? C'est une stratégie. Mais boycotter des produits, boycotter des banques, boycotter la pensée, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut qu'on soit dans le débat. Et encore une fois, permettez-moi de dire que là où nous gagnerons, nous tous, Européens, dans la force de ce que nous sommes en train de dire, ce sera uniquement dans la cohérence. Je suis un citoyen européen, et je vous le dis parce que je le vis depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je n'ai jamais pu parler, à l'exception de 2 fois où mon nom n'a pas été annoncé dans une université française. Je ne peux pas y entrer. C'est-à-dire qu'il y a boycott de la pensée. Moi, ce que je pense, c'est que... Et alors, qu'est-ce qui reste quand vous n'y êtes plus? Il reste la rumeur. Attention, l'homme est controversé et dangereux. Depuis 25 ans, j'entends en France que mon discours peut être une atteinte à l'ordre public. Ça vous dit quelque chose sur la sécurité? Eh bien, c'est jamais arrivé. Jamais j'ai eu ceci. Je suis arrivé en Belgique et je pensais qu'il y avait à avoir résistance. C'est arrivé jusqu'à l'une de vos universités et dans certaines institutions. À partir d'un certain moment, si nous avons envie de vivre ensemble, il faut que cette parole se libère, qu'on laisse les gens s'exprimer et que moi je ne suis que... Vous savez, je dis souvent, je suis au paysage intellectuel francophone, c'est-à-dire aussi belge que français, ce que le minaret était au paysage suisse. Vous savez, il est trop visible. Il faut c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière tout ceci, ce qui est en train de se passer, c'est que ce que nous sommes en train de dire, faut pas faire ça, il faut ouvrir la parole. Oui, mais à tous de la même façon. À tous de la même façon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Belgique, comme en France, comme en Occident, il faut que cette parole s'ouvre et qu'on ne fasse pas une liberté d'expression à géométrie variable. Et j'aimerais dire que vous, à partir de votre mouvement idéologique, vous devriez être au premier rang de l'application cohérente et égalitaire pour tous de ces droits, et non pas simplement quand ce sont les nôtres, oui, quand ce sont les autres, on ne sait pas. Non, vous ne pouvez pas justifier d'une fait de ne pas savoir. Pourquoi? Parce que vos droits, nul n'est censé ignorer la loi, ni les citoyens sur laquelle elle s'applique. Donc il y a un vrai travail que nous avons à faire. Et ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est que je suis complètement d'accord avec la tradition kantienne de ce point de vue-là est une tradition qui est quand même l'une des dignités de la pensée occidentale sur la question de la rationalité du droit et surtout de la cohérence et de la justice, c'est-à-dire qu'il faut l'appliquer justement, je veux dire à tous et de la même façon, parce qu'il faut considérer l'être humain comme une fin et non pas comme un moyen. L'être humain, pas certains et pas d'autres. Et donc de ce point de vue-là, la tradition kantienne, il faut la suivre. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est, j'en appelle à mes concitoyens, nous sommes ici dans un débat qui est très important, c'est à chacun d'entre nous de faire aujourd'hui en sorte que la loi, que l'égalité et la justice soient appliquées de façon égalitaire pour tous et de la même façon, sans discrimination, que ce soit sur la couleur, que ce soit sur l'origine, que ce soit sur le genre ou que ce soit sur la religion. Ne prenez pas ce que je dis comme des propos qui sont en surface. Certains de vos concitoyens, qui peuvent être des femmes parfois, qui peuvent être des hommes, qui peuvent être des gens d'une autre tradition religieuse ou qui n'ont pas de religion, aujourd'hui vivent la réalité de la discrimination. Donc être assis pour parler de la liberté pour tous, c'est bien. La faire appliquer dans son quotidien, c'est mieux. C'est ce à quoi j'appelle cette cohérence-là qui devrait être la nôtre. Et je me demandais si... puisque vous avez interpellé votre voisin, il recevait votre proposition d'être aux premières loges. Je pourrais tenir exactement le même discours. Ce qui m'inquiète, c'est que l'on m'impute l'idée selon laquelle il n'en serait pas ainsi. Je rappelle quand même que la posture laïque, je parle d'une posture parce que c'est quasiment une proto-philosophie, elle en autorise une infinité, est une posture qui se veut humaniste et certainement à portée universelle.
ce qui inclut naturellement toutes les communautés possibles, en ce compris, quelle que soit la race, l'origine, quelle que soit la religion, la confession. Donc une posture humaniste et universelle est ce qui va chercher d'invariant dans l'être humain. Donc s'il y a bien quelqu'un qui peut être convaincu de vos derniers propos, c'est moi. Mais vous admettrez quand même que la communauté, elle, n'autorise pas systématiquement l'intégration d'une posture humaniste et, je dirais, universelle. C'est là que la singularité peut être richesse, si elle s'expose, si elle est prête à s'exposer, si précisément elle s'exprime librement, en acceptant dans le même temps d'être contredite librement, parce que derrière la liberté d'expression, il y a un prix à payer. Le prix, c'est la possibilité d'être contredit, sans que ce ne soit une atteinte à la personne, sans que ce soit un délit, sans que ce soit une opprobre. Et donc, à partir du moment où, effectivement, vous acceptez à la fois d'être visible dans le domaine public et que vous acceptez la contradiction, vous contribuez probablement à ce progrès de l'humanité. Il faut que les communautés soient des richesses et non pas des exclusions. Il faut que les communautés ne permettent pas le repli identitaire. Il faut que la base commune des hommes soit effectivement ce facteur de citoyenneté, quel que soit le système démocratique dans lequel nous évoluons. Voilà mon propos. Au-delà de ça, bien sûr, je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. Monseigneur, est-ce que la messe est dite? Est-ce que la messe est dite? Et bien dite, elle était même chantée. Merci beaucoup. Merci, messieurs.